Qui, dans sa vie d'adulte, ne s'est pas déjà senti à un moment donné débordé par trop de projets, trop de choses à faire, trop de choses à garder en tête, trop de choses à anticiper en simultané. Par exemple, tu es en plein déménagement, c'est bientôt l'anniversaire de ton frère et tu dois en même temps boucler tes impôts tout en jonglant avec des responsabilités quotidiennes. C'est ce qu'on appelle la charge mentale et si elle s'accumule trop, elle crée de l'anxiété. On a l'esprit lourd de toutes nos responsabilités et on ne profite pas du quotidien comme on le pourrait. Tout le monde peut gérer une quantité finie de charge mentale et c'est pourquoi les postes à haute responsabilité engagent des gens pour gérer leurs emplois du temps, prendre des notes, gérer des réservations, etc. Tout ça dans l'unique but de se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Tout d'abord, laissez-moi vous dire qu'il est très rare qu'on ait trop de choses à faire. Le plus souvent, on est juste mal organisé, on ne sait juste pas par où commencer, on essaye de tout faire, tout en même temps, on essaye de tout mentaliser, tout appréhender, en bref, on n'est pas efficace et on passe beaucoup trop de temps à réfléchir au lieu d'agir. Et c'est normal, notre cerveau est fait pour penser, imaginer, pas pour gérer seul autant d'informations. En bref, il a besoin d'aide. Si tu regardes cette vidéo et que comme moi tu n'as pas les moyens d'avoir un assistant personnel, j'ai une bonne nouvelle, ça n'est pas la seule solution. Imagine ton cerveau comme un petit appartement douillet. Au fil du temps, cet appartement se remplit de toutes sortes de trucs. Des idées géniales, des trucs à faire, des listes de courses, des numéros de téléphone, des souvenirs et bien plus encore. C'est comme si tu entassais tout dans un espace déjà limité. Et devine quoi, à un moment donné, ça déborde. Eh bien, c'est là que le concept de second cerveau entre en jeu. Imagine que tu aies un entrepôt géant juste à côté de ton appartement, pour tout décharger et laisser cet appartement nickel et pouvoir pleinement en profiter. En gros, un second cerveau qui sait quelles sont tes responsabilités, quels sont tes projets en cours et ce que tu aimerais bien faire. Un second cerveau avec une mémoire illimitée qui a digéré et classé toute la connaissance utile que tu as pu capter dans ta vie. Et avec tout ça, qui t'aide à organiser ta vie et à assumer tes envies de la manière la plus sereine possible. Alors j'entends que c'est une idée relativement abstraite. Qu'est-ce qu'un second cerveau ? Comment faire un second cerveau ? En gros, ça n'est pas une copie, mais une extension des facultés de ton cerveau qui va t'aider à mieux prendre des notes, à mieux t'organiser et à mieux traiter de l'information. Mais alors, tout ça dans le monde réel, ça se traduit comment ? Eh bien, par une combinaison intelligente d'outils de prise de notes, d'outils de gestion de projet et de calendrier. Et tout ça allié avec la mise en application de grands principes de productivité comme Get Things Done ou la méthodologie Scrum. Et beaucoup d'entre vous ont très certainement déjà fait des seconds cerveaux, plus ou moins complexes sans le savoir. Il y a autant de seconds cerveaux qu'il y a de personnes surchargées en quête de solutions. Tu vas noter ta liste de courses sur un bloc-notes, tu vas demander à ton calendrier de te rappeler un rendez-vous dans 2 semaines. Tout ça, c'est des utilisations basiques d'un second cerveau. En gros, la philosophie d'un second cerveau, c'est de construire un système le plus intelligent, un système le plus automatisé possible, qui ne te laisse plus que les tâches à haute valeur ajoutée, avoir des idées et agir. Alors, le but de cette vidéo, c'est de te présenter le second cerveau que j'ai construit ces derniers mois. Et pour commencer, laisse-moi reprendre l'image de l'entrepôt afin de t'expliquer son fonctionnement. Il y aurait un tuyau reliant ton appartement à l'entrepôt. Dans ce tuyau, tu jettes sans te poser de questions tout ce qui te traverse l'esprit. Des idées de projets, des notes sur des articles, des tâches urgentes, des rappels. Puis quand tu as le temps, tu vas au centre de commande de l'entrepôt. Là, un écran de contrôle t'aide à clarifier et ranger ces informations aux endroits les plus appropriés. Ensuite, plein de capteurs vont afficher sur le tableau de bord principal toutes les informations essentielles à un instant T afin de garder une vue d'ensemble claire de tes projets et responsabilités actuelles. Chaque projet, chaque responsabilité a également son tableau de bord spécifique pour y voir plus en détail. Avec toutes ces informations, un autre écran de contrôle t'aide à prioriser et planifier ton emploi du temps pour tout faire en temps et en heure. Une fois l'emploi du temps défini, tu peux partir de l'entrepôt et afficher ta to-do list sur le frigo de ton appartement sans te poser de questions. L'esprit léger car tu sais que tout est sous contrôle. Bien sûr, il faut continuer à alimenter l'entrepôt de tout ce qui te passe par la tête et continuer à régulièrement regarder le tableau de bord car certaines priorités peuvent apparaître. Ensuite, la première question que l'on peut avoir est « Quelles seraient les sections de cet entrepôt ?» Comment catégoriser tous les domaines de ma vie sans que ça soit trop complexe et que je puisse m'y retrouver ? D'autres personnes y ont pensé avant moi, et notamment Thiago Forte qui a développé le système PARA. Le système PARA est une méthode de gestion de l'information dans un système tel qu'un second cerveau. PARA, c'est l'acronyme de projet, aire de responsabilité, ressources et archives, les 4 sections de notre entrepôt. Les projets, ce sont toutes les choses spécifiques que tu as à accomplir, comme planifier une fête d'anniversaire ou finir un rapport de travail.
Les aires de responsabilité, c'est les grands domaines de ta vie où tu as des responsabilités récurrentes, comme la voiture, la maison, la famille, le travail. Les ressources, ce sont toutes les informations et les outils dont tu as besoin pour faire avancer tes projets et gérer tes responsabilités, comme des documents, une liste d'idées, des notes sur un tutoriel Photoshop ou des contacts. Et enfin, l'archive. C'est là où tu mets tout ce que tu as terminé ou que tu n'as plus besoin de garder en vue, mais que tu veux quand même conserver au cas où. Et maintenant, comment gérer la logistique de cet entrepôt ? Quelle procédure, quel système, quel cycle de vie suivra une information ? Je vais vous parler de 2 principes sur lesquels je me suis reposé. Et pour commencer, le principe Get Things Done. C'est une méthodologie qui vise à organiser ses tâches de manière systématique. Il y a 5 points clés. La capture, la clarification, l'organisation, la révision et enfin l'action. D'abord, tu attrapes toutes tes idées, tes projets et même les trucs qui te préoccupent et tu les mets simplement en vrac dans un endroit sûr. Ça, on pourrait faire un parallèle avec notre tuyau. Ensuite, quand tu as le temps, tu passes en revue tout ce que tu as écrit pour décider de ce qu'il faut en faire. Tu complètes la description d'une tâche, tu la relis avec un projet, tu supprimes une idée bête. Ça, c'est notre premier écran de contrôle, celui de la clarification. Puis, tu priorises et tu planifies toutes tes tâches en fonction de leur importance et de l'endroit où tu vas les faire. Ça pourrait être représenté par l'écran de contrôle de planification. Après ça, tu jettes un œil à ta liste de temps en temps pour t'assurer que tu n'as rien oublié et pour te rappeler de ce qui est vraiment important. Ça, c'est le tableau de bord principal. Et enfin, tu passes à l'action. Tu commences à travailler sur des tâches une par une en suivant ton plan avec l'esprit entièrement dédié. Ça, c'est la to-do list. Ensuite, pour m'aider à clarifier et planifier mes tâches de la semaine, j'ai repris la méthodologie Scrum. C'est une méthodologie de gestion de projet qui marche par sprint d'une durée définie, par exemple de 1 semaine, durant lequel un nombre de tâches définies doit être réalisé. Ces tâches sont définies à l'avance et sont piochées parmi un backlog, qui est la liste de toutes les choses qu'on doit ou aimerait faire. En gros, c'est comme si on avait un projet de construire une maison, que le backlog était une liste de tâches comme construire les fondations, construire les murs, installer l'électricité, et que la première semaine, donc le premier sprint, on planifie juste construction des fondations. Et on se concentre dessus sans penser au reste. C'est ça la méthodologie Scrum. Pour résumer, toutes les tâches de notre système sont stockées dans un backlog, sauf certaines qui sont mises en avant et qui sont à faire dans ce sprint. Qu'elles soient déjà planifiées ou à planifier dans la semaine selon notre énergie du moment ou des changements d'emploi du temps. À présent, on peut se demander comment construire un tel entrepôt, comment construire un tel système. Ma première analyse fut que utiliser plusieurs outils est laborieux, toute l'information est dispatchée et les relier mène à beaucoup de tâches superflues. C'est pourquoi j'ai choisi Notion. C'est une plateforme qui centralise tous les outils de flow de travail, de la prise de notes à la gestion de projet. En plus, tu peux l'emmener partout car elle est disponible sous forme d'applications mobiles, d'applications de bureau et de sites web. On peut créer des notes, des bases de données, des tableaux de bord, des listes de tâches, des programmes d'automatisation, tout ce dont on a besoin pour notre entrepôt virtuel. Tout est entièrement personnalisable à tel point qu'on le qualifie d'outil no-code. En gros, tu fais de la programmation, mais sans utiliser de langage de programmation. Un de ses gros points forts, c'est qu'on peut relier son système à énormément d'autres outils comme Zapier, Evernote, PyDream. Alors ça n'est pas encore très connu, mais c'est de plus en plus populaire dans le monde de l'entreprise et du développement personnel, et beaucoup de développeurs Notion font leur apparition et commencent à implémenter dessus des outils comme des CRM, des SGE ou justement des Second Brain. Le point négatif, c'est que c'est relativement complexe à prendre en main et donc maîtriser l'outil et créer son propre système peut prendre des mois. Heureusement, on peut utiliser des systèmes déjà faits comme on utiliserait n'importe quel autre système de prise de notes ou de gestion de projet, avec cette agréable possibilité d'ensuite pouvoir le personnaliser à son rythme. Maintenant que vous avez une image globale du système et que vous savez que je vais le faire sur Notion, je vais rentrer plus dans le détail et vous expliquer comment je l'ai implémenté sur cette plateforme. Chaque système ne peut pas correspondre à tout le monde, mais j'ai suffisamment appliqué les principes de base pour qu'ils puissent, je pense, vous être utiles ou au moins vous introduire au concept de second cerveau. Tout d'abord, je vais vous présenter la structure de mon entrepôt. Les sections sont une version étendue du principe para. Il y a les aires de responsabilité, les projets, les ressources, le stockage qui est une forme d'archivage sélectif, les archives, et enfin, j'ai ajouté les sections actions et liste d'attente. Cette dernière regroupe toutes les choses que l'on attend, un mail, un paiement, une confirmation, etc. Chaque objet appartenant à une même section a les mêmes propriétés. Alors qu'est-ce qu'une propriété ? Par exemple, un humain a une propriété taille, poids, prénom. Un film a des propriétés durée, acteur, genre.
etc. Ces propriétés, c'est moi qui les ai définies et j'ai par exemple choisi que tous les projets aient une propriété date de début, une propriété date de fin, une propriété pourcentage de complétion et une propriété statut, qui est une sélection entre 3 choix, pas commencé, en cours, fini, ou en anglais to do, in progress ou done. Je vais vous détailler ces propriétés par la suite, mais pour l'instant, ce qui compte, c'est de bien comprendre qu'on peut donner des propriétés communes à un groupe d'objets. J'ai ensuite permis de faire des liaisons entre certains de ces objets. Par exemple, une aire de responsabilité a des projets et des ressources. Un projet a des ressources, des actions et une liste de choses en attente. Tout ça va faciliter la tâche lorsqu'il s'agira de faire des tableaux de bord spécifiques. Maintenant que l'on a la structure de la donnée de l'entrepôt, parlons de notre centre de contrôle qui en sera la partie visible. Le premier objectif du centre de contrôle est de vous aider à systématiser le cycle de vie de ces données. En gros, de vous fournir une structure et des procédures à suivre pour traiter chaque type d'information. Son deuxième objectif est de présenter intelligemment toutes les données traitées afin de faciliter leur suivi et la prise de décision. En gros, de vous fournir un visuel clair et pertinent sur les informations dont vous avez besoin. Pour répondre à ces objectifs, j'ai donc créé tout un tas de tableaux de bord avec différentes fonctions, et notamment certains qui reprennent les grands principes dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, en rapport avec le principe Get Things Done, j'ai fait un tableau de bord de capture et de clarification. J'ai aussi fait un tableau de bord pour organiser et planifier les tâches. J'ai fait un tableau de bord principal avec les projets en cours et une vision globale de mes occupations actuelles. Et j'ai fait un tableau de bord dédié à ce qu'il y a à faire aujourd'hui, qui est la to-do list. En rapport avec le principe para, j'ai aussi fait des tableaux de bord dont un qui gère le stockage de mes ressources utiles et plein d'autres qui sont plus spécifiques aux projets et aux aires de responsabilité, avec notamment mise en avant leurs ressources, leurs actions, etc. Alors, comment créer ces tableaux de bord ? Tout d'abord, il faut savoir que ces groupes d'objets dont on parle, c'est en fait des bases de données. Et ce principe de base de données est extrêmement repris dans Notion. On peut créer des vues avec différents aspects pour ces bases de données, sous forme de listes, sous forme de calendrier, de Kanban comme Trello, etc. Et dans ces vues, on peut même appliquer des filtres. Ainsi, tous les tableaux de bord que j'ai faits ne sont qu'une agrégation de ces différentes vues de différentes bases de données. Par exemple, dans le tableau de bord principal, j'aurai une vue calendrier des actions à faire cette semaine. Dans le tableau de bord d'un projet, j'aurai toutes ces actions présentées sous la forme d'un Kanban afin de mieux appréhender le statut de chaque action. J'aurai aussi une vue sous forme de liste spécifique appelée galerie avec les ressources que je souhaite mettre en avant par exemple, etc. Alors êtes-vous prêt à ce que je vous montre l'interface de mon système dans Notion ? La réponse à laquelle je m'attends est non. Je ne m'attends pas à ce que vous ayez pu tout assimiler. Peut-être que le principe de second cerveau est encore flou, que vous vous posez beaucoup de questions sur tous ces concepts que j'ai abordés et c'est tout à fait normal. Je suis notamment allé très vite sur les explications de cette dernière partie. Cette vidéo a plusieurs lectures. Aujourd'hui, vous la regardez peut-être pour la première fois et elle a éveillé votre curiosité sans vraiment que vous vous sentez à l'aise avec tous ces concepts. Mon but n'est pas de m'attarder sur chaque chose pour que vous puissiez tout comprendre. La vidéo serait beaucoup trop longue. Ce que je cherche, c'est premièrement à éveiller suffisamment votre curiosité pour que vous fassiez vos recherches et avanciez à votre rythme suite à cette vidéo. Deuxièmement, je cherche à vous exposer un maximum de concepts comme pour planter des graines dans votre esprit. Et plus tard, lorsque vous utiliserez le système, certaines de ces graines germeront et les connexions seront plus faciles. Troisièmement, je donne parfois des réponses à des questions que vous ne vous êtes pas encore posées. Lorsque vous regarderez une nouvelle fois cette vidéo avec plus d'expérience, vous les capterez et aurez une autre dimension de compréhension. Mon système Notion est relativement complet et ne serait pas fait pour une première expérience débutant. Mais je suis confiant qu'en regardant quelques tutoriels débutants Notion sur YouTube, vous puissiez en comprendre et utiliser la majorité. Vous pouvez quand même regarder la présentation qui va suivre pour vous donner une idée ou vous pouvez vous initier d'abord à Notion 1 heure ou 2 avant d'y revenir. Bienvenue sur mon second cerveau, ou plutôt une copie de celui-ci. J'ai rempli cette copie avec la vie d'une personne factice. Cette personne aurait en ce moment pour projet d'organiser l'anniversaire de sa mère, de partir au Mexique et de courir le marathon de Paris. On se trouve actuellement sur le tableau de bord principal qui a pour but d'avoir une vue globale de nos occupations du moment. On peut voir une vue avec nos projets en cours présentés sous forme de carte
avec quelques informations mises en avant comme l'aire de responsabilité affiliée et le pourcentage de complétion. En suivant le menu, on affiche aussi une vue avec nos projets futurs. On peut voir qu'ils souhaitent acheter un chalet, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Et une vue rapide sur nos aires de responsabilité. Bien sûr, chaque carte est cliquable et nous emmène vers un tableau de bord spécifique que je détaillerai plus tard. En dessous, nous avons une vue chronologique des projets en cours qui aide à avoir un meilleur suivi temporel. On voit qu'il a le temps par exemple pour préparer l'anniversaire, mais le voyage au Mexique arrive à grands pas, il serait temps de s'en charger. Puis nous arrivons à la partie action qui nous donne un rapide coup d'œil de ce qu'il y a à faire en ce moment. Dans la première vue, on peut voir les tâches à faire cette semaine, et si jamais on sait qu'on ne va pas pouvoir faire une tâche et qu'il faut la repousser, c'est très facile, on peut la déplacer à un autre jour. Chaque tâche a quelques propriétés d'afficher et notamment un bouton Done. C'est là que je vais vous introduire au concept des boutons. Ils nous permettent de définir des actions à automatiser. Ce bouton en particulier est une propriété de l'objet action et lorsque l'on clique dessus, il modifie la propriété statut à Done et remplit la propriété date de complétion. Je le fais par exemple pour son rendez-vous au garage. On peut voir que ces propriétés ont été modifiées et la carte n'est d'ailleurs plus visible car dans la vue, il y a un filtre sur le statut. Je vais vous montrer. En cliquant sur les filtres, on voit qu'on n'affiche que les actions qui ont le statut To Do ou In Progress. Comme celui-ci a été mis à Done, il n'est donc plus visible. La prochaine vue est zoomée à l'heure près du jour actuel. On voit d'ailleurs qu'il va bientôt devoir faire son programme de préparation au marathon. Et pour finir, on a une vue mensuelle qui affiche aussi les tâches déjà faites, nous permettant de faire une revue globale des choses accomplies et de celles à encore accomplir. En dessous, j'ai un tableau avec toutes les actions qui ne sont pas encore planifiées pour ce sprint et qu'on peut rapidement planifier. Il y a aussi des vues spécifiques, comme celle regroupant les tâches urgentes, et une liste des tâches qui ont la propriété Low Energy, dans laquelle je peux piocher un vendredi après-midi par exemple, quand j'ai du mal à me concentrer. Pour les planifier, c'est très simple, il suffit de glisser une des cartes dans le planning de la semaine. À votre droite, vous avez la liste d'attente appelée Waitlist, qui regroupe toutes les choses que vous êtes en train d'attendre, avec quelques informations comme le projet et un bouton Append qui lui automatise le changement de certaines propriétés pour marquer que l'action a eu lieu. Je vous demande maintenant de prêter attention en haut de ce tableau de bord. Il y a un menu déroulant avec un accès rapide à toutes nos bases de données. C'est la racine de ces bases de données, c'est là qu'elles sont stockées, donc si vous supprimez une de ces pages, toute sa donnée répliquée dans les différents tableaux de bord disparaît. Il y a ensuite les tableaux de bord inspirés de Get Things Done dont je vous parlais en introduction. Capture and Clarify, Organize and Plan, Focus on What to Do Today, qui est notre to-do list, et le Storage Dashboard qui va classer et gérer toute notre connaissance. Dans Capture and Clarify, il y a d'abord la partie Capture, qui est notre fameux tuyau et qu'on alimente toute la journée. On peut voir aussi qu'il y a des boutons permettant de créer rapidement une nouvelle action, ressource ou waitlist. On va par exemple ajouter une action descendre les poubelles. On peut aussi rajouter une ressource playlist pour l'anniversaire de sa mère car il vient d'avoir des idées de musique. Ensuite, il y a un tableau avec toutes les ressources en cours de nos différents projets, au cas où on voudrait y ajouter rapidement une réflexion qu'on a eue en pleine journée. Par exemple, notre ami factice a eu l'idée d'acheter des tomates cerises pour l'anniversaire de sa mère, il va donc l'ajouter à la liste de courses qu'il avait déjà commencé dans le projet anniversaire maman. Il y a ensuite la partie Clarify qui est sur la même page et qui regroupe tous les objets capturés. C'est là quand on a un moment de répit qu'on va compléter nos objets. On va ajouter la durée d'une action, on va corriger l'intitulé d'une ressource, etc. J'ajoute par exemple une durée de 0.1 heure à descendre les poubelles. Puis on va lui assigner un projet ou une aire de responsabilité, ce qui va le faire disparaître car ces tableaux sont filtrés pour n'afficher que des objets avec ces relations vides, donc que des objets qui viennent d'être capturés et qui n'ont pas encore été dispatchés. On va ensuite ajouter une musique à la playlist, par exemple Flowers de Miley Cyrus, et envoyer cette ressource au projet anniversaire maman. Avant de vous présenter le tableau de bord Organize and Plan, je fais une parenthèse pour vous montrer les tableaux de bord des projets. Par exemple celui de anniversaire de maman où j'ai envoyé ma ressource playlist. Le tableau de bord d'un projet est composé de deux parties. Et tout d'abord une partie Thinking où sont gérées les ressources liées au projet. Il y a un espace déroulant Quick Notes qui peut servir pour différents usages, chacun y trouvera son utilité. Il y a ensuite un déroulant Resource Management qui va gérer le flot des ressources de notre projet. Une ressource a plusieurs états ou statuts possibles. Un état où elle vient d'être capturée, un état où on travaille et focus dessus,
et un autre où celle-ci est finie. Il y a d'autres états qui servent à l'archivage que j'expliquerai plus tard. On peut voir que la playlist vient d'être capturée, que je travaillais déjà sur la liste de courses et que j'ai fini de faire la liste des invités. En dessous de ce Resource Management, on voit un tableau qui affiche les ressources en cours afin d'avoir un accès facile. Et ensuite, un tableau avec une vue pour les ressources épinglées, donc celles qu'on a envie de voir en priorité. Pour épingler une ressource, c'est très facile, il suffit de cocher la propriété pin. La deuxième partie est la partie doing, faire. Il y a des sous-projets qui sont comme des objectifs vagues ou des étapes du projet. Par exemple, gérer la restauration, c'est ce que beaucoup auraient tendance à mettre dans leur to-do list. Alors que cette étape demande plein d'actions, par exemple faire le menu, demander les allergies, faire les courses, etc. Prenons l'exemple du sous-projet avoir la liste des personnes présentes. La présentation des sous-projets est similaire à celle des projets parents mais en beaucoup plus épuré. Il y a seulement le flot de ressources et les actions affiliées. Ces actions sont d'ailleurs visibles ici pour une vision plus spécifique, mais elles sont également affichées dans les actions du projet parent. On peut voir qu'une tâche a déjà été réalisée, il s'agit de faire une première liste d'invités. Pour le moment, il ne manque plus que l'action envoyer un mail pour savoir qui sera là. Mais on peut imaginer inscrire d'autres actions comme rappeler de répondre au sondage par mail, etc. Comme une tâche sur deux a été faite, la complétion du sous-projet est de 50%. À la droite de cette vue des sous-projets, il y a la vue des choses en attente liées à ce projet. Par exemple, notre ami a prévenu Bertrand et celui-ci doit lui donner sa réponse. Il y a ensuite les actions liées à ce projet. Une première vue montre le sprint actuel. Et si on glisse dans la vue backlog, on a toutes les actions qui seront à faire plus tard, mais qui pour l'instant ne sont pas mises en avant. Pour mettre une action en avant, c'est très simple, il suffit de cocher la case Current Sprint. Et on voit que directement la tâche disparaît de backlog et va dans le Current Sprint. Une autre vue liste les actions déjà réalisées pour ce projet, c'est la vue Done. Je vais dans la partie Organize and Plan de manière régulière, et notamment tous les dimanches pour organiser ma semaine. Dans le premier tableau, il y a la vue avec les actions du sprint qui ne sont pas encore rentrées dans le processus de planification. Il y a une vue avec les actions bloquées par une waitlist, j'expliquerai comment bloquer une tâche plus tard. Et enfin, le backlog général dans lequel on peut piocher les tâches pour les mettre dans le sprint. D'ailleurs, je veux accélérer le rythme pour le voyage au Mexique, donc je mets la tâche acheter les billets d'avion dans le sprint actuel. Et vous pouvez voir que cette action a rejoint la première vue Actions to be planned. Il y a ensuite une matrice inspirée de la matrice de Eisenhower qui va me permettre de prioriser les tâches. Il y a les colonnes qui qualifient l'urgence. La première colonne indique que c'est urgent, en gros à faire au plus vite. La deuxième que c'est à planifier. La troisième que c'est à faire quand j'ai du temps. Et la quatrième, c'est un rendez-vous. On sait déjà le moment où cela va se passer. Les lignes ont des degrés d'importance. Must do, c'est ce qui doit être fait. En gros, si ce n'est pas fait, il y a des grosses conséquences. Should do, c'est ce qui devrait être fait. Le faire rapporterait beaucoup de bénéfices. Et nice to do, c'est ce qui serait bien de faire. Par exemple, prendre un billet d'avion, c'est à faire au plus vite, car les prix augmentent et c'est un must do aussi, car sinon il n'y a pas de vacances. Voyez que nos tâches se trouvent au croisement de la colonne sans priorité et de la ligne sans importance. Afin de les définir pour nos tâches, il suffit de glisser celle-ci à l'emplacement que vous pensez correspondre. Ça lui attribuera automatiquement la valeur de la colonne et de la ligne et elle disparaîtra car elle sera considérée comme priorisée. La mécanique derrière ça, c'est que j'ai mis un filtre qui indique de n'afficher que les actions qui n'ont pas de priorité ou d'importance. Une fois qu'on a priorisé les tâches, un tableau avec différentes vues nous aide à planifier notre sprint. La première vue regroupe les tâches urgentes, triées par ordre d'importance. C'est ce qui devrait être planifié en premier. La deuxième vue, c'est ce qui doit être planifié. Donc chaque tâche sera positionnée dans mon planning selon différents paramètres. La deadline, où je serai, l'énergie que je pense avoir, s'il y a des tâches liées, etc. La dernière vue, c'est ce qui peut être fait quand j'ai du temps. Je ne suis pas obligé de les planifier de suite, je peux attendre d'avoir un trou dans ma semaine pour y piocher. Puis, il y a deux vues avec des cas isolés. Les tâches qui ont été manquées, donc planifiées avant aujourd'hui mais pas faites, et celles bloquées. Pour planifier une tâche, c'est très simple, il suffit de glisser les éléments de tableau en tableau. Une fois que ma semaine est planifiée, je n'ai plus qu'à aller regarder le dashboard Focus on what to do today et me focus sur ce qu'il y a vraiment à faire.
On peut voir qu'aujourd'hui, je dois uniquement acheter les billets pour le Mexique. Dans le Storage Dashboard, je classe toutes les ressources que je pense pourraient m'être utiles pour plus tard. Chaque élément de storage est comme un rayon de notre entrepôt et il peut contenir des sous-rayons et ou des ressources. Par exemple, dans le rayon informatique, il y a le rayon Photoshop, dans lequel j'ai classé un tutoriel Photoshop. Mais alors, comment une ressource se retrouve ici ? La première possibilité, c'est que cette ressource était liée à un projet. Je l'ai donc capturée, je l'ai ensuite reliée à ce projet, puis remplie, et enfin je l'ai considérée comme terminée, comme on peut voir pour certaines ressources du projet Anniversaire Maman. Une fois que le projet est arrivé à terme, l'autre vue du Resource Flow me permet d'organiser la deuxième vie de ces ressources. Pour chacune d'elles, je dois choisir si elles doivent être classées, donc potentiellement utiles pour plus tard, ou juste archivées. Je vais mettre la ressource Tutorial Cupcake à To Be Classified. Ceci démarre son processus de classification et la fait apparaître dans le tableau en haut de Storage Dashboard. Ce tableau est la liste de toutes les ressources qui doivent être classées. Quand j'ai le temps, je mets au propre ces ressources puis leur assigne le storage le plus pertinent. Et enfin, je change leur statut à Classified pour les faire disparaître de cette liste. Par exemple, pour le tutoriel Cupcake, je le mets dans le storage cuisine. Et voilà, ma ressource est classée. Je vais vous présenter un deuxième scénario permettant à une ressource d'être classée ici. Par exemple, j'ai entendu des histoires intéressantes sur Montréal. Je les ai capturées en journée, mais ça n'est en lien avec aucun de mes projets. Je me suis dit que ça peut tout de même être bien de garder ces informations. Si des amis viennent me rendre visite, ça fera des anecdotes intéressantes et agrémentera mon rôle de guide touristique. À ce moment-là, je mets directement la ressource dans le processus de stockage en changeant son statut à To Be Classified. On a fait le tour des dashboards, maintenant laissez-moi m'attarder sur les propriétés de ces objets. Pour les aires de responsabilité, c'est très simple, il n'y a que 3 propriétés qui sont ses relations, avec ses ressources, ses projets et également sa relation avec Action, dont je ne vous ai pas encore parlé. Une aire de responsabilité a des actions car des fois, il peut y avoir des tâches isolées comme par exemple demander le remboursement de la physio, etc. Pour les projets, il y a pour commencer une propriété spéciale complétion. Je dis spéciale car regardez le petit symbole à gauche de la propriété, ça indique que c'est une formule. Une formule veut dire que je calcule cette valeur avec les autres propriétés et relations de cet objet. Par exemple, pour calculer la complétion, je prends toutes les actions liées à ce projet et je regarde quelle proportion est finie. Ensuite, computed date qui est une autre formule et qui calcule la date de début et de fin du projet. Pour ça, je vais chercher l'action du projet dont la date est la plus dans le passé et une autre action dont la date est la plus dans le futur. Ça donne un aperçu fiable de la période que j'ai planifiée pour ce projet. Ensuite, il y a la formule computed statut qui calcule le statut selon la complétion, la date, etc. En dessous, il y a la relation aire de responsabilité. Je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus, ce n'est que le reflet de la propriété qu'on a vue tout à l'heure. Puis, on trouve les relations parent project et subproject qui sont des relations entre projets et qui permettent d'avoir une hiérarchie parent-enfant entre ceux-ci. C'est grâce à ça qu'on a des sous-projets dans nos projets. Il y a ensuite Manual Date et Manual Statut qui permettent, si on le souhaite, de forcer la date ou le statut d'un projet. Par exemple, si je change le statut à Upcoming, on voit que le Computed Statut est forcé. C'est d'ailleurs ce Manual Statut qui est utilisé pour les sous-projets. Allons maintenant du côté des actions. La première propriété est une case à cocher pour mentionner si l'action est dans le sprint actuel ou non. C'est un moyen de la mettre en avant dans notre système. La deuxième propriété est le statut. On retrouve cette propriété dans beaucoup d'objets qui ont un cycle de vie. Il y a ensuite le label qui est une propriété formule et qui va calculer des informations intéressantes au sujet de cette action. Par exemple, si elle est bloquée, si la deadline se rapproche, etc. Cette propriété est souvent mise en avant dans les tableaux de bord. En poursuivant, on trouve duration qui est la durée, c'est un nombre pour permettre de faire des calculs dessus plus aisément, et l'unité est l'heure. Afin que l'affichage soit plus agréable, nous avons une formule qui calcule l'affichage de cette durée.
C'est d'ailleurs cette propriété qui est mise en avant dans les tableaux de bord. En dessous, nous trouvons le slot, donc la date à laquelle cette action sera planifiée. C'est par rapport à cette propriété que les calendriers sont présentés. Il y a la deadline qui nous donne un indicatif de la date limite où cette action doit être planifiée et faite. Il y a les propriétés priority et importance qui nous servent à la priorisation des actions dans le tableau de bord Organize and Plan. Vous vous souvenez de la matrice de Eisenhower. On a l'énergie qu'il faut faire pour cette action, si cette action demande peu d'énergie ou au contraire beaucoup. Il y a ensuite deux boutons qui automatisent le changement d'état, Done et Archive. Il y a ensuite les relations waitlist, projet et aire de responsabilité. Il y a ensuite la date de complétion qui est la date à laquelle la tâche a été faite et qui est automatiquement renseignée par le bouton Done. Il y a la propriété People qui sont les personnes qui sont assignées à la tâche. Je n'en parlerai pas ici, mais il y a une grosse dimension de collaboration dans Notion. Il y a ensuite des propriétés calculées qui me servent pour des formules comme isBlocked qui regardent s'il y a des waitlists reliés qui n'ont pas encore eu lieu, ou waitlist count qui calcule le total des waitlists reliés à cette action. Il y a aussi une formule qui calcule si l'action est faite. Il y a l'agrégation parent project qui est une relation calculée et qui calcule le projet parent du projet de l'action. Bien entendu, si jamais elle était reliée à un projet. Cette propriété n'y fait pas vraiment attention, elle sert juste à l'affichage des actions des sous-projets dans les tableaux de bord. Enfin, il y a la formule subproject display qui affiche le nom du sous-projet si celle-ci fait partie d'un sous-projet. Parlons maintenant rapidement des propriétés de waitlist. Il y a un statut pour savoir si cette chose en attente s'est passée ou non. Il y a la date de création. Il y a la date où cette attente s'est complétée. Cette propriété est automatiquement complétée par le bouton Happened. Il y a Next Reminder qui est une agrégation et qui va chercher la date du prochain rappel. En gros, quand je crée une waitlist, il y a un calendrier et lorsque l'on clique sur un jour, on peut y ajouter un reminder. Par exemple, je sais que Bertrand doit me répondre avant ce week-end, je mets donc un reminder à vendredi pour y penser s'il ne me l'a pas redit. Ce reminder sera affiché dans mon calendrier, c'est considéré comme une action. La prochaine propriété définit si l'attente est sur un court ou long terme. Les tableaux de bord mettent plus en avant les attentes de court terme. Il y a ensuite le bouton Happen qui automatise le changement d'état et les relations de la waitlist. Pour finir, parlons des ressources. Il y a une propriété statut, il y a la propriété pin qui définit si on veut mettre cette ressource en avant ou non dans les tableaux de bord. Il y a le label qui est son étiquette comme document, meeting notes, brainstorming, etc. C'est très difficile de faire une classification efficace et précise des notes tant elles peuvent être différentes. J'en ai proposé une liste mais vous pouvez en ajouter ou modifier sans problème. Il y a ensuite un champ qui est généré automatiquement par IA. C'est un résumé de la ressource en question. On a ensuite Parent Project et Subproject Display qui sont des agrégations et formules servant à l'affichage dans les tableaux de bord. On retrouve les relations et une propriété à la toute fin que je n'aborderai pas pour l'instant. Je vais maintenant faire avec vous un cas pratique. Admettons que je viens d'acheter un appartement et que je souhaite l'aménager. Je voudrais donc créer un projet aménagement. Je vais dans la page réservée à la base de données projet et je clique sur ce bouton nouveau en haut à droite. Ça me génère une page vierge avec des modèles. Ces modèles-là sont des templates aussi qui vont me générer automatiquement la structure de mon tableau de bord. Je vous avais présenté la structure d'un projet qui avait utilisé le template New Basic Project. Il y a aussi le template New Complex Project qui lui est pour un projet un peu plus volumineux avec plus d'informations mais donc plus long. Et ensuite il y a des templates pour les sous-projets. Nous allons partir bien évidemment avec le basique pour commencer. Et nous allons l'appeler aménagement. On peut voir qu'il y a une complétion à 0%, ce qui est normal, que la date est vide, que le statut est empty, donc vide. On va spécifier l'aire de responsabilité, c'est affilié au logement. Très bien. Maintenant, j'ai déjà des idées par rapport à cet aménagement. Par exemple, j'aurais des idées sur l'aménagement du salon. Je vais faire donc une petite note là-dessus. Et là-dedans, j'expliquerai que je veux peindre
peindre les murs en bleu. Et je voudrais un canapé d'angle près de la fenêtre. J'aurais aussi d'autres idées par rapport à l'aménagement cette fois-ci de la chambre. Je voudrais tout simplement y mettre un miroir, pourquoi pas. Comme ce sont des ressources sur lesquelles je suis en train de travailler, je vais les spécifier sur Working on It. Comme ça, je vais pouvoir y accéder beaucoup plus facilement ici, une fois que le resource management sera replié, on va dire. J'aimerais ajouter une autre ressource, par exemple le budget. On va dire que j'y ai déjà pensé et que je sais que le budget pour le salon sera plus ou moins de $300, pour la chambre de $600, etc. On va dire que j'aurais complété ces budgets-là. Et que donc, je puisse mettre cette ressource à fini. Je souhaite également voir ce budget sur le tableau de bord. Pour ça, je vais le mettre en avant et je vais cocher la propriété pinned. Et on peut voir qu'on le voit juste ici, bien mis en avant. Après avoir créé ces nodes, je me rends compte que j'ai tendance à beaucoup séparer par pièce et que ça serait d'ailleurs peut-être une façon intelligente de créer des sous-projets. Je pourrais par exemple créer des sous-projets pour salon, pour chambre, pour bureau, pour cuisine. C'est ce que je vais donc faire. Maintenant que j'ai créé ces sous-projets, allons voir par exemple aménagement salon de plus près. Comme je vous avais présenté précédemment, un sous-projet est une version très épurée d'un projet. Il y a seulement le ressource flow et les actions. On peut voir d'ailleurs qu'il n'y a aucune ressource pour l'instant dans ce sous-projet. Pourtant, on a créé une ressource qui pourrait être affiliée à celui-ci. C'est la note sur l'aménagement salon. On va donc la lier à ce sous-projet. Petite pause car au montage, je me suis rendu compte de quelque chose qui pouvait ne pas être très clair. Je vous ai parlé de notes et vous avez pu voir sur l'interface le bouton ajouter note. C'est en fait un abus de langage. C'est bien sûr la base de données ressources qui est derrière tout ça. J'avais juste mal changé le wording sur l'interface, mais je l'ai ensuite fait hors caméra. Et j'en profite pour faire un point sur quelque chose qui pourrait être mélangeant. J'ai appelé des ressources comme les sous-projets. Par exemple, pour le sous-projet aménagement salon, j'ai aussi la ressource aménagement salon. Pour la cuisine, c'est pareil et pour tous les autres projets d'ailleurs. Donc faites attention là-dessus, je sais que ça peut être mélangeant. Je vous souhaite à présent une bonne suite de visionnage. Ainsi fait, on voit qu'on retrouve notre ressource ici. Je vais ensuite penser à plusieurs actions que je pourrais faire relatives à l'aménagement du salon. Par exemple, je voudrais peut-être aller à Home Depot pour acheter la peinture bleue et les bâches de protection. Je pourrais aussi vouloir protéger le sol, ce serait une action. Peindre le mur du fond. Chercher un canapé sur Marketplace, je souhaite installer un canapé, etc. Je vais donc glisser tout ça dans les actions To Do et me voici prêt avec beaucoup d'actions. Je retourne ensuite dans mon projet et je vais visiter aussi le sous-projet aménagement chambre. Là, pareil, je vais par exemple vouloir aller à Home Depot pour acheter la peinture de chambre. Je copie-colle ça d'un autre bloc-notes pour que ça aille plus vite. Et je vais par exemple aussi relier la ressource aménagement chambre à ce sous-projet. Voilà, comme ça, c'est complet. Je pourrais aussi ajouter des notes pour l'aménagement cuisine en prévision. Donc, par exemple, ici, aménagement cuisine, car je sais que je vais bientôt avoir des idées là-dessus et prendre des notes. Donc, je capture une note aménagement cuisine et aussi dans le sous-projet aménagement bureau, je fais de même. Je capture une note. On peut voir maintenant dans notre ressource management qu'il y a deux ressources capturées affiliées à chacun des sous-projets dont on a parlé, aménagement bureau et cuisine, et deux ressources sur lesquelles on est en train de travailler concernant la chambre et le salon. Il est temps maintenant de passer à la planification. Pour cela, je vais aller dans le backlog qui est la liste de toutes les actions de ce projet et de ses sous-projets. Je vais maintenant décider quelle action faire dans le prochain sprint.
Par exemple, j'aimerais aller à Home Depot en tout premier pour avoir tout le matériel, comme par exemple cette fameuse peinture bleue et bâche de protection pour le salon. Comme je vais à Home Depot, autant aussi mettre l'action acheter peinture pour la chambre. Maintenant qu'on a sélectionné ces deux actions pour le current sprint, on peut les voir ici dans la colonne To Do. Néanmoins, je me rends compte que je ne sais pas quelle couleur je vais acheter pour la peinture de la chambre. Est-ce que ce serait plutôt du jaune ou du rouge ? Je m'empresse de texter ma copine pour qu'elle me donne son avis. J'attends donc maintenant sa réponse. Et sa réponse bloque mon action pour aller à Home Depot. Je vais donc créer cette nouvelle attente. Réponse copine peinture. Et je vais affilier les actions, aller à Home Depot, celle-ci et celle-ci, pour bien préciser que ces actions-là sont reliées à cette attente. Veuillez noter qu'à présent, les deux actions liées à cette liste d'attente sont marquées comme bloquées. Je vais donc récupérer d'autres actions à faire dans ce sprint en attendant qu'elles soient débloquées. Par exemple, je trouve intéressant d'aller chercher un canapé sur Marketplace. Et ensuite, si jamais j'ai trouvé ce canapé, je pourrais louer un camion pour prendre ce canapé. Maintenant, on peut voir que j'ai 4 actions dans la to-do list. On cherche maintenant à planifier ces actions. Et pour cela, on va se retrouver sur le tableau de bord Organize and Plan qui regroupe toutes les actions à faire de tous les projets afin d'avoir une vue d'ensemble. On voit que dans la première vue Actions to be planned, on a nos actions relatives au canapé qui ont été ajoutées. On ne voit pas les actions aller à Home Depot tout simplement parce qu'elles ont été bloquées. Maintenant, passons à la priorisation de ces tâches. Juste avant de faire ce projet aménagement, j'avais inscrit en urgence une nouvelle tâche, faire mes impôts. Cette tâche est très urgente et c'est obligatoirement un must-do. Maintenant, l'action de chercher un canapé sur Marketplace, c'est pas urgent, mais en tout cas c'est à planifier et c'est plutôt un should-do. J'aimerais bien quand même avoir un canapé. Pour ce qui est de louer un camion pour prendre le canapé, ça a exactement la même valeur que ce canapé, sauf que je ne pourrais pas le planifier pour l'instant parce que je n'ai pas encore trouvé ce fameux canapé. Et descendre les poubelles, c'est urgent et c'est un must-do parce que sinon ça pue. À présent, on voit que ces actions ont été classées dans différentes vues, notamment celles à faire au plus vite, à planifier, à faire quand j'ai du temps. On va commencer donc la planification par celles qui sont à faire au plus vite et notamment faire mes impôts. Faire mes impôts, c'est très urgent, c'est très important. Je vais donc les faire aujourd'hui. Pareil pour descendre les poubelles, je vais les faire quand je vais rentrer chez moi. Par rapport aux tâches à planifier, je vais chercher un canapé sur Marketplace par exemple demain. Ça sera très bien. Maintenant que j'ai complété la planification de ma semaine, je peux aller sur Focus on what to do today et on peut voir que j'ai simplement à faire mes impôts et à descendre les poubelles pour aujourd'hui. Puis je lâche Notion et je vis ma journée. À un moment dans ma journée, je me dis que je dois changer mon adresse auprès de la SAAQ. Pour ne pas l'oublier, je crée vite une action. Changer l'adresse SAAQ. À un autre moment, j'ai une idée pour la chambre. Par exemple, je souhaite mettre un fauteuil. Je le note donc dans la ressource qui est en cours aménagement chambre. Puis, mon père m'a donné des conseils concernant le bricolage. Je vais donc créer une nouvelle ressource là-dessus. À un moment donné dans la journée, quand j'ai du temps, je vais clarifier tout ce que j'ai capturé. Par exemple, le changement d'adresse de la SAAQ, je vais lui mettre une durée, je pense que ça va durer par exemple 35 minutes. Et je vais lui adresser l'aire de responsabilité voiture. C'est très bien. Ensuite, les conseils de bricolage de mon père, je vais les affilier à aménagement. Je pense que ça va m'être très utile. Je viens de recevoir un texto de ma copine qui me dit qu'elle aimerait bien la couleur rouge. L'attente est donc terminée. Et je vais donc dans mon tableau de bord principal par exemple et je clique sur le bouton Happened de réponse copine peinture. Maintenant, je vais dans Organize and Plan et on peut voir que sont apparues les actions concernant aller à Home Depot.
D'ailleurs, un label Unlocked s'est affiché aussi pour vraiment nous prévenir qu'elles ont été débloquées et prêtes à être faites. Je vais donc maintenant les prioriser. Aller à Home Depot et acheter peinture chambre, c'est à planifier tout simplement. C'est important sans être vital. Donc je les mets dans To Be Planned et Should Do. Pareil pour l'action affiliée, aller à Home Depot pour acheter la peinture bleue et bâche de protection. Par rapport au changement d'adresse SAQ, c'est relativement important, mais je pense que c'est à planifier. C'est donc un must-do et c'est à planifier. Très bien. Je vois maintenant beaucoup plus clair dans ce qu'il y a à planifier. Je vois que j'ai une semaine quand même très chargée. Je peux rajouter par exemple le changement d'adresse à la SAQ après-demain. Je pourrais aussi demander le remboursement de la physio. Ça, ce serait plutôt demain parce que c'est assez important et je pense que ça prendra pas trop de temps. Pour aller à Home Depot, ça me prendra quand même pas mal de temps. Je vais privilégier que ça se fasse le samedi. Je vais donc mettre les deux actions relatives à ça le samedi. Et louer un camion pour prendre le canapé, ça, je ne sais toujours pas. Je pourrais, par exemple, le planifier quand j'aurai trouvé ce fameux canapé, tout simplement en le glissant et en le mettant à la journée où je veux le louer. À partir de ces explications, vous pouvez déjà utiliser le système dans sa version la plus simple. Pour les plus téméraires, veuillez rester après la conclusion, je vous ai fait des explications bonus du template projet complexe. Voilà, merci de m'avoir écouté. Il est évident que vous allez devoir prendre votre temps pour appréhender ce système selon vos connaissances préalables de Notion. C'est un outil encore peu connu mais qui a récemment grandement gagné en popularité et je ne serais pas surpris qu'il intègre bientôt le paysage du monde professionnel au même titre que Excel, Slack, OneNote. Je vous invite grandement à suivre des tutoriels débutants de Notion pour vraiment comprendre toutes ces subtilités que je n'ai pas eu le temps de développer dans cette vidéo. Je n'ai notamment pas parlé de la partie collaborative, mais on peut être plusieurs sur un système Notion et s'assigner des projets, des tâches, etc. Je n'ai également pas parlé de suivi d'habitude et de journalisation que l'on peut intégrer à son système de second cerveau. Forcez-vous à y mettre votre emploi du temps, 1 semaine, 2 semaines. C'est clairement avec la pratique que l'on peut réellement se représenter son plein potentiel. Si vous avez un emploi du temps actuel très léger et que vous n'y voyez pas d'utilité, c'est peut-être le moment de faire ce projet que vous avez toujours voulu faire et que vous remettez à plus tard. Et si vous n'avez juste pas envie actuellement, gardez cette vidéo de côté car un jour ou l'autre, vous serez submergé par la charge mentale et ce système vous sera grandement utile. Une fois que vous aurez suffisamment pris en main ce système, vous pourrez le customiser à votre guise ou même construire le vôtre de A à Z. Vous trouverez un lien en dessous de cette vidéo pour visualiser le template et le dupliquer pour l'utiliser sur votre Notion. Il faut au préalable se créer un compte. Voici comment faire. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous vous retrouvez sur le tableau de bord principal. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton en haut à droite « Dupliquer ». On va ensuite vous demander sur quel espace de travail vous voulez dupliquer ce template. Et voilà, celui-ci est ajouté à votre Notion. C'est tout pour moi, passez une excellente journée ou soirée. Pour les plus téméraires, je vais finir par vous présenter le template New Complex Project, qui est une version plus fournie du template New Basic Project. Dans le ressource flow, on peut voir qu'il y a une partie dump. C'est une étape avant la capture pour les réflexions encore plus primaires et brouillons. Ça vous permet de faire des grosses sessions créatives où vous mettez toutes vos notes en vrac sans vous soucier de la classification. Puis, quand vous avez du temps, vous pouvez jeter ces dumps ou les clarifier et les organiser pour leur faire intégrer le ressource flow naturel. J'ai aussi ajouté une vue pour des questions-réponses. Je me suis rendu compte que beaucoup de notes étaient en réalité des interrogations à résoudre et j'ai donc isolé un flow spécialement pour cela. Les questions-réponses ne sont pas visibles dans le ressource flow normal pour éviter une surcharge. L'autre différence est la gestion des sous-projets. C'est une gestion qui ressemble à celle des projets par an. Elle est faite pour utiliser les propriétés calculées comme Computed Date et Computed Status. On peut voir une vue dédiée pour les projets en cours et une autre pour les projets à venir. En dessous, on a une vue chronologique des sous-projets qui nous permet un meilleur suivi. Les sous-projets sont également différents, ils ont un template plus complet.
Comme on peut le voir, ils ont le même resource flow que les projets basiques, mais ils ont en plus une waitlist et un tableau d'action similaire aux projets par an, avec un current sprint, un backlog et une vue done, ce qui permet en gros de gérer des plus gros sous-projets avec plus d'actions, des listes d'attente, etc.